et on est en direct sur la chaîne de In-Situ sur LinkedIn. Je m'appelle Damien. Merci aux gens qui regardent le webinaire, mais surtout merci aux gens qui regardent le replay, parce qu'à ce niveau-là du webinaire, c'est surtout le replay qui est regardé. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pour ceux qui vont rejoindre au fur et à mesure du direct. On les prendra toutes avant la fin du webinaire, en tout cas. On a 3 grandes questions auxquelles on va répondre aujourd'hui dans ce webinaire. Et je vais prendre le temps de les présenter juste après le générique. On a des invités qui sont chouettes que je vais présenter juste après le générique aussi. Et on va lancer tout de suite le petit générique pour laisser le temps aux gens de s'installer, d'arriver. Pensez à partager le webinaire, à le relayer par message pour que les gens aient le temps de venir, ceux qui ont l'intention de venir dans mon contact. Comme ça, tout le monde sera bien là. À tout de suite.
Et bienvenue à tous et à toutes. Alors, merci beaucoup pour les gens qui sont dans le chat. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour indiquer votre ville en particulier ou indiquer votre zone d'emploi. Si vous habitez à Ploumarec, c'est peut-être pas précis. Voilà, dites-nous, vous êtes plutôt dans le bassin rennais, etc. Hop, et on a effectivement David qui est là. Bonjour David, bonjour Célia. On a Tiffen et toute l'équipe in situ qui sont au taquet pour participer à ce webinaire. Je vais faire monter sur la scène Aurélien et Bruno, que je vais vous présenter juste après. Et comme ça, je serai plus tout seul, ce sera bien. Hop là. Hop. Et je remets un petit habillage. Ça va bien, Aurélien? Ça va très bien, toi? Et Bruno, comment tu vas? Bah, ça va bien, Damien, merci. Et toi? Super. Oui, ça va bien, je la patate. Alors aujourd'hui, on parle de souveraineté dans le numérique et on en parle beaucoup en ce moment, notamment parce qu'il y a des événements géopolitiques, je crois, mais c'est vrai qu'en vrai, on en parle quand même de plus en plus depuis 12 mois, je trouve. Côté équipe technique, ça commence à poser des questions concrètes. On commence à parler des Kubernetes, des Terraform, etc., des choses à changer. On commence à nous demander des choses. C'est plus que la compliance et des débats un peu de couloir, quoi. Et c'est les sujets qu'on va voir avec vous. On parlait du cloud, de la dépendance aux outils, des contraintes réglementaires et comment on arbitre finalement entre la maîtrise, le coût, la vitesse et la souveraineté en quatrième facteur de friction opérationnelle, on a dit. L'idée, c'est vraiment de parler de la pratique aujourd'hui. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à poser des questions très pratiques ou à partager vos retours d'expérience. Et c'était le thème des Cloud Native Days, tout à fait, David nous dit, effectivement. C'était il n'y a pas longtemps, hein. Je pense que c'était en plus au 104, je pense, David. Ouais, grand pour les petits stands pour les GAFAM et grand stand pour les cloud providers européens. Oui. Ok, très bien. Hop, bonjour. Ouais, un webinaire ultra intéressant pour aujourd'hui. On aura les questions qui restent affichées tout le long à droite, donc n'hésitez pas à les défiler. Je vais présenter les invités. Alors Aurélien, toi tu es CTO chez Insitu, mais bon, tu es aussi docteur en informatique. Ça fait plusieurs décennies, j'ai noté, que tu es CTO et que tu fais de la MCO. Voilà, donc les arbitrages de cloud en production, c'est un peu ton univers. Toi, tu préfères AWS ou GCP? Est-ce que, de manière générale, tu as bossé beaucoup dans le retail ou pas? Parce que la question là sous-jacente, c'est ça, hein. C'est ça. Alors, ça a été très émouvant comme réponse à cette question-là, en fonction de la maturité des providers et surtout au niveau souveraineté aussi. Il y a eu ces dernières années quelques rebondissements. On a Amazon qui essaye de tirer son épingle du jeu, mais c'est Mhm. pas encore tout à fait ça. Si on nommait les petites mentions légales en bas de page, leur nouvelle proposition allemande, elle est magnifique. Mais ouais, donc ça a été, je dirais que je suis jamais vraiment passé côté Azure. Ça, par contre, j'ai toujours été d'accord avec moi-même. Mais entre AWS et Google, ouais, c'était vraiment une question de facilité d'usage, de Ouais, service managé, parce que c'est quand même ça le plus gros confort côté cloud, ouais. c'est le manager. Après, bah, on en reparlera après, hein, mais quand on parle de souveraineté, en général, le manager, ça fait pas bon ménage. Donc on en Mm. revient de ces choses-là, mais en tout cas, oui, je dirais qu'ils se valent. On verra dans les prochaines années. On a donc d'un côté AWS qui essaye de tirer son épingle du jeu en faisant du vrai Ouais. européen souverain, même si voilà, il y a toujours l'épée de Damoclès du Cloud Act derrière. Et puis on a Google qui, mine de rien, même s'il prend moins le devant de la scène, est en train de faire des choses pas mal en Belgique, et donc on attend de voir. La croissance de Google sur le cloud, ils l'ont publié, je pense, au résultat hier ou ce matin. Mais c'est 60% de croissance du chiffre d'affaires mondial, alors que les autres hyperscalers sont quand même à 20%. Donc ça reste un marché qui fait la croissance à 20%. C'est assez impressionnant. Bruno, pour que tu puisses rejoindre cette conversation, donc toi, tu es colonel de l'armée de l'air et de l'espace, et tu es toujours expert en transformation numérique, avec une vision opérationnelle des enjeux. La question pour démarrer, est-ce que là, tout de suite, tu es sous Windows ou tu es sous Linux? C'est un peu le débat dans l'administration Comme... de Windows et Donc Linux. c'est mon PC de gaming pour jouer à Flight Simulator, donc je suis sous Windows. Ouais. Oui, non, Mais bon, forcément, mon, en plus. mon, mon Home Lab, il est sous Linux, sous ZimaOS. Donc ça, c'est ce que je fais à la maison le soir quand je rentre. Un ZimaOS, est-ce que du coup, il y a un ZFS ou c'est des Z juste par hasard? Non, non, t'as ZFS dedans et ouais, c'est du conteneur, pas mal. Là, mon week-end dernier, je me suis amusé à essayer d'installer Thunderbolt, là, la partie IA. C'était assez chaud, un peu aidé par Claude AI pour faire Ouais, un peu de vibe coding. C'était chaud, j'ai pas encore fini et je publierai peut-être sur mon GitHub ce que j'ai fait pour l'installer parce que c'était pas une sinécure, quoi. Ouais. c'était velu, quoi.
Ouais, assez velu. Ouais. Je me suis battu un week-end entier avec OpenClaw et essayer de faire marcher un setup pour que mon Voilà. VPS il utilise ma carte graphique. Honnêtement, très, très, très décevant comme résultat au final. Hop, bonjour Antoine. Et c'est notre Aurélien National, nous dit Alexandra dans le chat. Bon, les 3 questions pour qu'on fasse bien les choses dans l'ordre aujourd'hui. D'abord, on va définir ce que c'est la souveraineté numérique, de quoi on parle vraiment. Donc, on a notamment les 4 couches de souveraineté qu'on va aborder ensuite. Je fais du teasing là, on est sur le maintien d'audience. Jusqu'où est-ce qu'on peut accepter la dépense à un fournisseur? C'est quoi les trade-offs? Et dans les trade-offs, effectivement, la question d'après, c'est comment garder l'efficacité opérationnelle sans perdre de la maîtrise. Ça, c'est le grand débat, et notamment, on parlera de comment se passer de Word. Hein. C'est vraiment le sujet sur l'exigence opérationnelle, c'est l'efficacité opérationnelle. Comment se passer de Word et Excel en entreprise. Dans le chat, vous pouvez poser toutes vos questions dès maintenant. Même si vous n'êtes pas là sur la partie 3, mais vous avez une question qui va dans la partie 3, moi, je note qu'elle va dans la partie 3, j'y répondrai, vous viendrez voir le replay après, il sera disponible tout de suite sur LinkedIn et sous 24-48 heures sur YouTube en fonction de la qualité de la connexion de Cassandra, en fait. Voilà. Parce que Cassandra, dans le chat, est très contente de tout ça. C'est parti pour la promo in situ. Bonjour Sonia. Coucou, dit Cassandra. Avant de démarrer, un mot sur In-Situ. In-Situ met en relation des freelance IT avec des grands comptes partout en France. Ils accompagnent aussi ceux qui veulent se lancer en indépendant avec le portage salarial. Vraiment, ils ont une équipe de 4 personnes qui ont l'habitude d'aider les indépendants dans toute leur démarche et ils sont vraiment super sympas. Ils et elles sont super sympas. Donc, ils sont présents à Lille, Lyon, Nantes, Valence, Bruxelles et maintenant à Paris et à Marseille également. C'est les 2 nouvelles agences. En fonction de sa motivation de l'après-midi, nous dit Cassandra. Si vous cherchez une mission pour indiquer la ville dans laquelle vous êtes, et les gens vont vous connecter dans le chat. Hop. Le 25 juin, In-Situ et Wheel of Death organisent un open mic. Donc, il faut proposer des projets. On aura le temps de répondre aux questions à la fin sur ce sujet-là, sur quel type de projet vous voulez proposer, etc. Mais de manière générale, c'est vraiment tout type de side project, que ce soit des projets monétisés, pas monétisés. Ils cherchent des projets plutôt en bêta. L'idée, c'est plutôt d'utiliser l'exposition de In-Situ et de Wheel of Death pour avoir des retours des premiers utilisateurs quand vous en êtes à ce niveau-là. Et que ça ait le plus d'effet de levier pour vous. Vraiment, je pense que les projets qui seront retenus seront les projets pour lesquels ça aura le plus d'effet de levier, quoi. Voilà, envoyez votre pitch à Cassandra avant le 26 mai. Est-ce que c'est cool? Tout est dit. Super. Bon, la première partie, de quoi on parle vraiment quand on parle de souveraineté? Et donc, Bruno, je te propose de commencer tout de suite avec les 4 couches. Alors, j'ai regardé, du coup, tu m'avais parlé en prépa de l'intervention de là-bas. Alors, il en a donné des dizaines d'interventions sur la souveraineté. Honnêtement, je suis tombé dans un rabbit hole d'une heure de vidéo de Octave Klaba. J'aurais dû te donner le lien. Ouais. Non, mais en plus, tu m'as dit que c'était celle du FIC, donc je suis allé voir celle-là du FIC. Mais... Alors, on va les refaire ensemble. J'ai pas fait de support particulièrement, mais c'est l'idée aujourd'hui. Hop, très bien. Parti. La première brique, c'est les données, du coup. Alors, la première brique, c'est la souveraineté des données, en fait. Donc, c'est où vont nos données, comment on les gère, quelle est notre gouvernance, etc. Nous, pour les armées et pour l'OTAN notamment, on va travailler sur du data-centric security, donc avec des architectures qui sont quand même particulières. Mais c'est comment on gère nos données et comment on tag nos données et s'assurer que nos données sont bien au bon endroit où on veut. Donc, un peu de difficulté avec le cloud quand on dit que tes données sont un peu partout, donc c'est un peu chaud. Ça, c'est la première couche, et notamment leur protection juridique, etc. Donc on parle Cloud Act. Ça, souvent, ouais, effectivement, du coup, le sujet qui est mentionné, c'est souvent le sens, enfin les solutions où on chiffre les données en France pour les envoyer chez un provider américain. Voilà, mais en fait, c'est un peu la première couche de protection, quoi. Pour aller plus dans le détail sur le data-centric security, moi, j'ai posé la question à des industriels, je leur ai dit, OK, très bien, le data-centric security, mes données sont sécurisées aujourd'hui, parfait, mais dans 10 ans, avec du post-quantique, c'est terminé. Ouais. Et si mes données sont n'importe où, notamment pour des organisations comme les nôtres, il y a un risque, et là, j'ai eu un blanc comme réponse, en fait. Oui, en plus, les messages qui sont échangés aujourd'hui, même s'ils sont chiffrés, ils pourraient être déchiffrés avec des algorithmes quantiques ensuite, quoi. Exactement. Donc, c'est une des premières difficultés. Après, la deuxième couche, c'est la souveraineté technologique. Donc, en fait, c'est de maintenir de bout en bout tout le continuum, tout le continuum numérique.
Donc là, les spécialistes vont vite voir qu'en fait, on n'est pas forcément souverain sur toutes les briques techniques. Mhm. Moi, je souris souvent parce que je suis un pragmatique de la souveraineté. Donc, quand quelqu'un tape sur du Windows, je lui dis: «OK, très bien, c'est gentil. Et au fait, c'est quoi tes routeurs?» «Ah, c'est du Cisco». «C'est Cisco, con, ouais. c'est américain». Et cetera. Et même si Cisco a fait tout pour que ce soit le plus souverain possible pour les entreprises, il reste néanmoins pour certaines organisations certains doutes. Donc, quand on pose la question de la souveraineté, c'est jusqu'où on va mettre le curseur, y compris technique, et est-ce qu'on a des capacités à contrôler chacun des équipements numériques. Et derrière la souveraineté technologique, les gens vont pas aussi plus loin, c'est-à-dire qu'il y a la géopolitique des minerais, qui détient les minerais qui fabriquent les puces, Ouais. qui détient les machines qui fabriquent les puces, etc. Donc c'est tout Oui, un c'est ça. continuum à Ça, obtenir. quand on parlait de Nvidia, plutôt, enfin, il y a bientôt un an maintenant, Aurélien, toi, tu m'avais dit, bah, sur cette couche-là, ASML, ça reste européen, quoi. La dépendance technologique, en vrai, c'est quand même un nœud qui finit jamais. On a tous la capacité à se bloquer les uns les autres, quoi. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ASML qui viennent? Alors là, directement, enfin, c'est vrai que c'est les SML qu'on parle le plus parce que c'est le premier maillon de la chaîne des puces. Et c'est le monopole en fait, hein. Il n'y a que. Donc tant mieux pour nous. Je vais pas dire Cocorico parce qu'ils sont pas français, mais en tout cas ils sont européens. Le patron est français, Mais ça. Non, mais ça reste comme Nvidia, ça reste une boîte américaine, alors que le patron, il est hongkongais et que la principale activité est à Taïwan, tu vois. Il y a... Ouais, après, enfin, c'est, il y a le pays et après il y a les réglementations et le pouvoir politique Ouais, au-dessus c'est qui fait ça. que même si on a une boîte qui a 1% américaine, clairement, au niveau de, par exemple, si on reprend le Cloud Act, même si on a tout petit actionnaire ou une toute petite succursale sur le territoire américain, ça leur permet d'imposer Cloud Act sur l'intégralité de l'entreprise. Et Bah c'est oui, là c'est où ce que, Amazon, justement, a encore du mal, même avec sa version souveraine allemande, à se défaire de cette emprise américaine, hein. c'est ce que dit David, hein, c'est un tribunal canadien qui somme OVH de fournir ses données sur les serveurs européens, alors que normalement, comme c'est une filiale qui est indépendante, il n'y a pas le sujet là. GraphenOS qui quitte OVH et la France, la peur d'une saisie extraterritoriale, c'est est-ce que la France va s'opposer finalement à une saisie extraterritoriale américaine? Le sujet est présent. Donc, du coup, la technologie, on est vraiment quand même sur des choses, sur la couche technologique, on est quand même vraiment sur des choses assez dures. Un exemple, souvent, c'est le ITAR, hein, c'est le traité américain Oui. pour l'export d'armement, qu'ils peuvent activer d'ailleurs sur des choses numériques, parce que historiquement, les technologies de chiffrement, c'est considéré comme des missions militaires dans le droit américain. Mm. La couche du dessus, du coup, on serait. Donc, on a dit la donnée, la technologique, la troisième Et couche, la ce couche du serait. dessus, c'est la souveraineté opérationnelle, c'est-à-dire l'endroit où tu déploies tes technologies géographiquement. Typiquement, tu peux Mhm, très bien décider dans un cloud d'avoir un pied aux États-Unis et un pied en Europe, ou dans un pays européen, ou alors d'avoir du edge cloud, c'est-à-dire tu le déploies encore au plus près. Est-ce que tu déploies une solution déployée par l'opérateur lui, le clouder lui-même, ou est-ce que mhm. tu as ce qu'on appelle de l'air gapped? À toi de choisir, mais c'est là où tu décides de ta souveraineté opérationnelle, de comment toi tu vas employer la technologie au profit de ton organisation. C'est un peu ce que nous militaires on fait, et c'est ce que fait l'OTAN, puisque c'est mon dossier du moment. C'est de savoir exactement comment on va déployer cette technologie et comment on est le plus souverain possible. Ouais. Donc c'est l'équivalent de bah, nous on avait bah, si ton pass il est tombé, si Cloudflare il est tombé, comment tu fais? Ça c'est la partie opérationnelle, c'est ça? C'est la partie opérationnelle, oui. Comment tu as la poursuite de tes services. Alors après, Hein, c'est le aussi très PRA, marrant tout parce ça. que les gens qui ont un PRA, PCA, moi je leur dis bravo, vous avez un PCA, PRA, vous êtes content? Ouais, est-ce que vous l'avez testé? Souvent, ils l'ont jamais testé en fait. Ouais, c'est Jamais. ça. C'est ce que je disais à Aurélien. Aurélien est en train de me dire qu'il mettait un environnement de PRA. Je lui dis, est-ce que tu vas écraser la prod pour vérifier? Ouais. Et Typiquement, bon, moi dans mon métier, on fait beaucoup d'exercices. Il y a un exercice qu'on n'a jamais fait, hein, c'est de couper le numérique. bah ouais. Jamais. Et en fait, c'est peut-être le premier exercice à faire, c'est de couper le numérique et de dire: «OK, on fait comment sans?» Ouais. Mais comme on fait un trop bon métier, les gens du numérique, les gens des infras, c'est ce que les clients oublient souvent, c'est qu'en fait, très rarement ça tombe en panne. On Ça n'est c'est jamais dans ce cas-là, parce que les gens font un travail opérationnel. Voilà. oui, puis en plus, quand on fait les essais, les gens se plaignent. C'est-à-dire que
Tu vois, enfin, mon bureau avant, une fois par mois, il coupait le courant pour vérifier que les groupes électrogènes prenaient le relais correctement, tu vois. Ça. Mais donc, du coup, il y avait une coupure de courant à 7h30 le lundi matin. Et bah, tu avais quand même des gens qui disaient, ah, ça fait sauter tous les éléments. Bah non, au moins, on est sûr que les onduleurs, ils marchent, quoi. Si on paye un onduleur, autant être sûr qu'il marche, quoi. Donc, D'ailleurs, tu soulèves un point dans la souveraineté technologique. Dans un data center, ça va jusqu'à la production de l'électricité. ouais. Est-ce qu'on est souverain sur toute la chaîne, y compris l'énergie? Souvent, les gens le conçoivent pas, en fait, mais ça en fait partie. Et du coup, alors la quatrième couche de souveraineté, c'est la couche qui est un peu mystère. Là, ici, David nous dit mon numérique, data et technologique. Ici, on a à peu près fait la même chose. On a mis une opération à la place du numérique. Mais la quatrième Ah, couche, c'est vraiment un custom de c'est Bruno. c'est celle que j'ai inventée. Alors, j'ai pas encore publié mon article, mais je le ferai. C'est ce que j'appelle la souveraineté représentationnelle, c'est-à-dire la manière dont on maîtrise les langages de modèles, l'ontologie de nos données, l'organisation, tout le corpus qui va autour. Mhm. En fait, si je peux donner un exemple, parce que c'est le buzzword du moment, c'est Palantir. Ouais. Avec leur système Maven Smart System. Alors, j'étais un petit peu taclé sur LinkedIn parce que j'avais dit que Maven Smart System, c'était pas rocket science, et je confirme, ça l'est pas. Leur modèle, il reste quand même assez vieux. En revanche, là où Mhm. ils sont très forts, c'est qu'ils ont réussi à emballer le produit dans toute une organisation, un entraînement, une manière de travailler qui va même jusqu'à pousser les gens comment ils vont travailler. Et du coup, aujourd'hui, il y a une des questions qui pointe souvent, c'est bah, peut-être que demain, les opérations militaires seront décidées par un développeur de la Silicon Valley. Ouais. Et donc, Palantir, c'est le package, c'est pas que le software en fait. Et moi, pour le voir de l'intérieur, c'est assez impressionnant la manière dont ils procèdent, et ça correspond à cette souveraineté représentationnelle que eux, ils ont complètement hacké. C'est-à-dire, ils ont dit, bah, nous, on va faire tout le package qui va autour, on maîtrise l'ontologie. D'ailleurs, c'est une boîte noire qu'ils gardent, et quand ils partent, ils la conservent. Ils la donnent pas. Mhm. Mais, En revanche, ils la il faut capitalisent. absolument qu'on fasse un parallèle avec le monde professionnel ici. Là, Ouais, Aurélien, par exemple, est-ce que tu peux nous aider? Genre, finalement, est-ce que ça ressemble pas, tu vois, genre dans les places de marché, si il faudrait imaginer qu'on ait notre PIM, c'est-à-dire l'outil qui stocke toutes les fiches produits, qui serait complètement opaque et à qui on ferait complètement confiance. Ça ressemble à ça, tu penses? Ouais. Mais non, mais c'est aussi le cas avec tous les outils IA. Tu vois, quand on fait confiance, Ouais. si tu mets de l'IA dans ton PIM, en fait, tu fais confiance à un modèle, tu sais pas exactement lequel, qui est généré avec des paramètres qui sont pas forcément ouverts en plus pour générer des fiches produits, pour générer des sujets. Et à la fin, les humains ont plus forcément la maîtrise du contenu qu'il y a dans le système et de comment on interagit avec celui-ci, quoi. Et c'est de plus en plus le cas, ouais. ouais. Mais bah, de toute façon, on est en train de rajouter. Là, c'est pareil, on parle de souveraineté. Moi, en tant que donc, je suis CTO actuellement, un CTO de terrain, comme il était marqué Mhm. dans la présentation. Mais historiquement, je suis architecte cloud. Et déjà, à la base, quand on parlait pas encore de souveraineté, on avait déjà pas mal de travail. Mhm. Parce que on avait la sécurité, la résilience, les performances. Voilà, il y avait plein de domaines. Et là, on rajoute la souveraineté. Et c'est pareil sur justement je dirais la maîtrise métier des règles et de tout ce qui se passe sur nos données et nos process. C'est que plus on avance et plus on rajoute des outils et des notions là-dedans. Déjà à la base, je pense que si on va déterrer des vieux entre guillemets chefs de projet des années 90-2000, déjà à l'époque, la maîtrise, il n'avait plus. Enfin, si on essaye d'avoir la maîtrise à 100% de ce qui se passe dans un SI, voilà. Déjà, il y a plus de 20 ans, on ne l'avait pas entièrement. Mhm. Et là, depuis, on a rajouté un nombre de notions phénoménal. Voilà, on rajoute des couches qu'on ne maîtrise pas Mhm. forcément. Et donc là, si on demande à n'importe quel CTO, alors moi y compris, s'il a l'impression de maîtriser de A à Z ce qui se passe sur ces process et ces données, clairement, non, on n'y sera jamais. Après, c'est un compromis à adopter. On fait des concessions sur certaines Ouais. choses. Là, actuellement, la concession qui est faite est sur l'IA, parce que d'une part, c'est une boîte noire, et donc on essaye de se rassurer en se disant que même si c'est une boîte noire, au moins les données partent pas à l'autre bout de la Terre. Ça, c'est déjà une première chose, la Ouais. souveraineté des données. Mais par contre, souveraineté je dirais, des règles appliquées et ces choses-là. Il y a sur les process d'automatisation de traitement des données, on a toujours voulu assurer la répétabilité, l'explicabilité de ce qui est fait.
Là, Mhm. depuis qu'on s'est vraiment mis sur l'IA, alors l'IA de base, ça allait encore, les LLM, là, si on essaye Exemple. de s'assurer que une question ou un traitement effectué par un LLM est répétable et explicable, Non. Ouais, non, j'ai même vu des gens qui font des gherkins pour vérifier que les réponses d'un LLM sont consistantes avec un prompt exa. Et bah oui, si le prompt est bien fermé, oui, mais c'est quand même vraiment un environnement. On est en train de tester des choses qui sont pas sécurisées, qui sont pas déterministes. On va prendre une question là. Du coup, la question de David sur Thales et Sens, elle répond bien au framework. C'est-à-dire qu'ici, dans les 4 couches, moi, si j'ai bien compris ce que tu as expliqué, Bruno, c'est que Thales et Sens, ça sécurise que la souveraineté de la donnée. On n'a pas de souveraineté opérationnelle parce que c'est Thales et Google Cloud qui font l'opérationnel. Euh, On n'a pas de sécurité technologique vu que la technologie, elle est fournie par Google Cloud et en fait, Thales. Ailleurs. il y avait une super vidéo là par justement le CTO de Sens il y a Ouais. quelques années. Et en fait, ils, ils ont du GCP dans leur data center opéré par des Français. Et Mhm. ils sont air-gapped, c'est-à-dire qu'il n'y a Ouais. rien qui est directement connecté à Google et ça passe par un SaaS avec les vérifications qui vont bien, etc. pour le faire. Donc, ils sont, on va dire, ils sont souverains sur la donnée parce qu'en fait, la donnée est contenue dans le data center. Mhm. Ils sont pas souverains sur la technologie, mais ceux qui l'opèrent, mais ils sont opérationnels. Ouais. La vraie question qui peut être posée, c'est le Cloud Act et les Américains qui demandent d'avoir accès au data center puisqu'ils ont la technologie. Et là, la réponse, elle est politique en fait. Typiquement, le politique peut très bien dire, alors je vais faire hurler des gens, mais c'est chez moi, tu rentres pas. Point. Ouais. Mais c'est un courage politique. Euh, Nous, on utilise dans l'armée de l'air et de l'espace, depuis plus de 40 ans, on utilise une technologie américaine dans des centres C2. Bah, c'est comme ça que ça marche. C'est de l'IBM. Il n'y a qu'eux Ouais. qui savent le faire, mais on a une couche au-dessus, c'est Thales qui le met en œuvre. Mais c'est dans nos centres, c'est fermé, c'est connecté à rien. Et le jour où ça part en sucette, eh ben, on leur dira c'est à nous. Point. Et vous n'entrez pas. Donc, Ouais. la question de sens, beaucoup taclent Thales avec, enfin, taclent Sens. Il C'est a un posé peu, la même dans le sens avec Orange, Capgemini c'est et Azure pareil, 365. même Ouais, c'est principe, pareil. même principe. Et c'est un compromis. Maintenant, quel est l'équivalent français qui pourrait faire pareil? Ça peut être de l'OVH, Mhm. ça peut être un choix technologique avec sa stack, pourquoi pas? Mais là, Thales et Orange ont fait des compromis et ils ont la certification qui vont bien, qui est une certification entre guillemets sur le papier qui ne protège pas forcément de tout, mais Ouais, qui alors, donne une relative garantie. est-ce que vous voulez prendre la parole là? Il y a une question sur Secnum, justement, hein, tu rentres sur le sujet là, de la certif Secnum Cloud. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce que c'est? Est-ce que ça protège par rapport au Cloud Act ou non? Voilà, j'ai l'impression quand même que c'est deux choses qu'il ne faut pas mélanger entre Secnum Cloud et Cloud Act. Ouais. Donc c'est bien si on peut rééclaircir tout ça correctement, quoi. Il prend. comme tu veux. Je sens le flou. Bon, Non, bah ouais. je connais pas la Secnum Cloud dans le détail, mais c'est une procédure qui permet de donner cette garantie sur la manière dont seront traitées les données. Mhm. Et notamment qui impose des règles, typiquement imposées des opérateurs français sur le système, sur le GCP Google, enfin sur le GCP, ça fait partie des règles Secnum Cloud. Aucune intervention directe de Google dans les data centers, ça fait partie de la règle Secnum Cloud. Maintenant, est-ce que ça protège par rapport au Cloud Act? En fait, on n'a pas eu exercice du Cloud Act pour voir comment ça se passait. Mais encore une fois, pour moi, c'est une décision politique de dire Ouais, vous n'entrez pas. Point. ouais, Parce qu'en effectivement. pense. Bah, ouais, clairement, c'est deux choses différentes. Enfin, Secnum Cloud, c'est vraiment un framework qui permet de garantir que, au niveau, alors, garantie de sécurité et bonne pratique aussi, on respecte les normes, notamment de l'ANSSI. Mais oui, enfin, le Cloud Act, pour le coup, ça a absolument rien à voir parce qu'on peut même avoir le coffre-fort le mieux gardé au monde. Si en face, on a un président blondinet qui décide d'aller mettre son nez n'importe où et un petit président français qui n'ose pas lui dire non, voilà, le coffre-fort pourra être aussi sécurisé qu'on veut, on pourra rien faire, quoi. Ouais, bon, du coup, sur la. Alors, là, ici, par exemple, la question sur ce commentaire-là, il porte sur les tests mensuels pour vérifier les onduleurs, les générateurs. Ça, on est bien dans la couche opérationnelle de la souveraineté. C'est la couche numéro 3.
Exactement. Mais en plus, c'est une très bonne question. C'est comment je garantis ma continuité de service. Et Ouais, aussi con que ça, est-ce que j'ai assez de carburant? Bah oui, évidemment. Est-ce que j'ai accès, nous, ce qu'on dit aussi en tant que militaire, c'est qu'il y a toujours ce rêve, les données sont partout quand elles sont dans le cloud. Déjà, c'est faux techniquement, c'est pas vrai. elles sont forcément quelque part, ouais. Et 2, la première chose qui sera disruptée, dans le cloud, c'est le lien entre les data centers. Donc si j'arrive à casser la fibre et on sait où elles sont, et moi, si j'avais une opération à faire, j'attaquerais pas le data center, j'attaquerais les fibres et c'est bon, je les rends muets les trucs. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, sur nos implantations, on a plusieurs points d'accès avec plusieurs technologies différentes, parce qu'on a un besoin d'être opérationnel. On parlera ça peut-être plus tard, de la nécessité d'être opérationnel, mais effectivement, le coût du carburant, c'est bien vu. Heu, Ouais. D'accord. Ouais, Sonia, au revoir. Au revoir, Sonia. Je reste. Non, mais en plus, le carburant, c'est un truc qui m'avait étonné les premières fois que j'ai visité des data centers, d'imaginer qu'il y a, en fait, genre, à côté du data center, il y a toujours sous le parking, généralement, avec les voitures des salariés, il y a une cuve pleine de pétrole rouge, quoi. Donc, Une de petite fuel rouge. anecdote rapide, j'ai vécu aux États-Unis 3 ans et aux Ouais, États-Unis, donc à Norfolk et donc on a des ouragans. Donc ouais. et tu peux rester 10 jours sans électricité. Mon voisin, un médecin américain, il me dit: «Ouais, j'ai acheté un super, comment dire? Groupe électrogène de 9 kilowatts et cetera». Je lui dis: «Putain super Paul, tu peux alimenter toute ta baraque?» Il me dit: «Bah ouais». Je lui dis: «Mais tu fais comment pour l'alimenter?» Bah, il dit: «Je mets de l'essence». Je dis: «Mais comment ça marche, pour avoir de l'essence?» «Bah, je vais à la station-service». «Mais comment elle fonctionne la station-service?» «Ah bah, il faut de l'électricité, donc si elle en a pas, ton truc il fonctionne pas». Donc c'est toute la chaîne qui doit être Ouais. cohérente. Ouais, non, c'est ça. Norfolk, c'est trop bien, hein. J'ai visité la base Ouais, c'est quand sympa. j'étais là-bas. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a un pont-tunnel pour que les bateaux Ouais. puissent passer au-dessus du pont, quand même. Enfin, c'est un concept. Tac, ouais, on parle de l'ANSI. On est dedans. On est toujours dans le sujet. On va embarquer un peu sur la question 2, parce que je vois que vous avez déjà commencé à parler des trade-offs, etc. Plus sur cette partie-là, on a quand même plus ou moins dit que c'était impossible d'être souverain à 100%. On l'a mentionné. Voilà, qu'il y a des outils qui sont importants à tous les niveaux. Voilà, et la souveraineté, c'est bien de la découper sur les 4 niveaux, sur les 3 ou 4 niveaux. Ça permet de savoir ce qu'on achète correctement. C'est une chaîne de valeur, en tout cas, de souveraineté. Mmh. La question d'après, c'est donc à quel moment, enfin, jusqu'où on peut accepter la dépendance fournisseur. Aurélien, comment on gère le lock-in quand on bosse avec les hyperscalers, avec les providers cloud? Il y a toujours un lock-in à accepter ou pas. Et le compromis, du coup, c'est quoi le compromis sur le lock-in? Alors, bah, le compromis, c'est une balance constante entre le gain de temps, potentiellement de sécurité aussi, et donc le lock-in derrière, et la difficulté de s'en sortir. Clairement, bah, pour parler d'un cas concret, on a récupéré une petite plateforme l'année dernière chez In-Situ qui s'appelle We of Dev et qui pour le coup côté lock-in qui était plutôt pas mal. Ah, Donc enfin, c'était les bonnes pratiques à l'époque des startups, c'est-à-dire pour aller vite, on prend sur étagère ce qui existe, mhm. et Du notamment Firebase. Google. Voilà, Firebase notamment, avec de la Cloud Function, avec pas mal de choses. Et bon, le coût pour s'en sortir est pas neutre, clairement. Mm. Et il faut qu'en face, oui, on mette un besoin, parce que être lock-in, c'est pas grave dans l'absolu, qu'on soit loqué sur du GCP, du AWS, du Azure ou même n'importe quel. Enfin, il y a des startups qui durent très longtemps sur du ROQ, il n'y a aucun souci. Mais par contre, c'est voilà, qu'est-ce qu'on met en face? Nous, ce qui nous posait problème, c'est d'une part le coût direct, c'est-à-dire Mhm. que bah, quand on fait du Firebase sur un petit produit, ça coûte pas très cher. Quand on commence à avoir des milliers de visiteurs par jour, bah, forcément, ça commence à monter. Et donc, il y a eu le coût, il y a eu la sécurité. Donc là, on est dans le sujet de la souveraineté. Là, clairement, depuis maintenant 6 mois, on a une grosse démarche chez In-Situ qui est de reprendre la main sur au moins les premières couches. On remonte les couches de souveraineté. Donc là, c'est sur la partie données et la partie infra. Donc là, on est en train de reprendre en on-prem toute notre infra qui était avant dans le cloud. Mhm. J'en ferai des petites publications, des petites choses par la suite. Donc Sur le blog de voilà, Will of Devs. voilà. Et donc ça a un certain coût, mais clairement on y gagne. Et là notamment, donc en tant qu'entreprise B2B, nous chez In-Situ,
on a pas mal de clients qui commencent à nous demander fortement, on va pas dire qu'ils nous imposent, mais ils nous demandent fortement, avec insistance, de respecter un certain nombre de préceptes, de normes. Et nous, même en interne, on trouve ça plutôt intéressant aussi de faire l'effort maintenant de redevenir souverain un maximum sur nos données, sur nos différentes plateformes. Donc pour le coup, in situ, on a plusieurs plateformes. On a We Love Dev, comme j'en parlais. On a WeDesk aussi, qui est, je dirais, le pendant freelance de We Love Dev. Et puis, on a aussi beaucoup de données parce qu'on a une activité commerciale, on a une activité de back-office avec du contractuel, avec pas mal de choses. Donc, on gère pas mal de données, notamment des données Mhm. sensibles. Et ces données, pour l'instant, elles sont un petit peu partout. Donc on contrôle quand même où elles partent. On a une démarche de sécurité et de confidentialité quand même là-dessus. Mais voilà, on a quand même du Google qui est maître de nos données sur pas mal de choses. Ouais, alors On du a... coup, Oui, t'es parti un peu loin du coup, mais oui, pour recentrer j'ai- quand même, tu vois, typiquement, quand on replatform We Love Dev chez NC2, un des premiers trucs, c'est que voilà, nous on a une base de données Firebase, vous avez quand même un PostgreSQL, même s'il est chez GCP. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en termes de vendor lock-in, la doctrine que tu as toujours appliquée, c'est de faire le plus bas niveau sur l'hyperscaler, de prendre de l'IAS pour être moins loqué chez eux. ouais. Alors, et ça, c'est le premier niveau. La cible, c'est vraiment même de redevenir on-prem et de passer sur un Kubernetes entièrement on-prem, Mhm. qu'on a d'ailleurs en partie, hein. On est en train de, justement, la migration We Love Dev devrait se terminer d'ici cet été. Et là, sur le vendeur lock-in, ouais, pour revenir au sujet, désolé, j'ai un peu divergé. Donc, le sujet, c'était notamment Firebase et les Cloud Functions. Donc, deux Mhm. choses qui sont très confortables quand on est chez Google, qu'il faut déjà un petit peu modifier si on veut changer de provider et qu'il faut complètement revoir en profondeur quand on repasse en on-prem. Et là, pour le coup, on a de la chance dans notre malheur, c'est que donc Firebase c'est une base document. Nous on est plutôt base relationnelle chez In-situ. Et heureusement, la base de données documents qui avait été créée pour We Love Dev, elle est plutôt finalement d'un héritage relationnel parce que voilà, c'est une façon de faire qui a été avec du clé-valeur, avec ce genre de choses qui est assez facilement transposable sur une base relationnelle. Donc là on a de la chance. Ouais. Parce que Après, sur la Firebase, partie. ça reste une base de données orientée documents. Oui, Donc, c'est pour si vous en avez jamais fait, en Firebase, d'ailleurs, c'était un peu le défaut qui a été corrigé avec Firestore, c'est que en gros, c'est un arbre à JSON et on rentre à un point de l'arbre dans l'arbre JSON. En dessous, on a tout le reste qui vient comme un document. Donc, on fait attention à pas nester n'importe comment les choses. Et du coup, des fois, quand on fait le schéma, on est obligé de dénormaliser certaines choses, c'est-à-dire qu'on va nester qu'une copie en lecture de ce qu'on a besoin pour afficher dedans. Donc, par exemple, sur la page d'une entreprise, on va nester sous la page entreprise les aperçus des annonces pour pas avoir besoin de chercher chaque annonce une par une pour l'afficher. Ce qui cause des bugs de synchro après, forcément, hein, donc, voilà. Mais donc, pour rentrer dans le détail, effectivement, ça reste d'héritage relationnel, effectivement. Et donc, du ouais. coup, ton intention, c'est de tout passer sur un PostgreSQL ou de mettre ou de faire un Mongo? Alors, non, en fait, bon, ça c'est historique, Moi, c'est je suis pas base, hein. personnel. Voilà, je suis pas du tout NoSQL. Désolé, je suis un ancien. Et j'ai surtout des bons réflexes qui font que même quand on fait du relationnel, on a des perfs qui sont au moins équivalentes à de la base document. Donc non, on est même sur du MySQL. Mhm. Ici sur la plupart de nos bases. On a aussi du Postgre. Et puis après, voilà, en fonction des cas d'usage, on a aussi du Redis pour du clé-valeur, on a aussi voilà, deux types de choses. On a aussi la partie événementielle, donc qui est finalement très très liée à Firebase sur l'actuel, qu'on change complètement. Et pour se Ouais. défaire complètement de Google, l'intermédiaire c'est du PubSub, mais le final, donc on atterrit sur un Rabbit, donc aussi complètement géré chez nous. Enfin voilà, chaque techno propriétaire Google finalement aura son pendant chez nous on-prem, mais c'est pas sans effort.
Et notamment, je parlais aussi des Cloud Functions. On a un tout petit nombre de Cloud Functions, on a à peu près 400 fonctions à migrer. Et donc ces fonctions-là, elles se retrouvent dans des microservices qui vont revenir aussi dans notre cluster hébergé. Ouais, je me rappelle de quand on a passé, le jour où on a passé 2 millions d'exécutions par mois. C'était un grand jour d'appel de fonctions. Ok, alors vas-y, on revient sur les sujets. Donc là, tu as bien expliqué. Un des points qui est important sur cette question, et il y a plein de questions qu'il faut qu'on prenne aussi dans le chat, mais celle-ci, elle va dans le sujet. Quand on fait. Alors, on a l'impression qu'effectivement, tu as mentionné Kubernetes, on a l'impression que Kubernetes, c'est facile à transposer d'un serveur à l'autre. On a notre script Terraform peut-être qui est prêt pour le PRA. On avait fait un webinaire sur Terraform il y a 1 an ou 2. Et un des premiers cas d'usage, c'était vraiment tout le monde utilisait Terraform pour faire son PRA parce que tu n'as pas envie de courir partout pendant 2 jours quand le PRA il démarre. Tu as envie qu'en un clic, ton environnement il soit prêt et pouvoir tester de manière répétable. Mais c'est pas si simple. C'est pas parce que j'ai du Kubernetes et du Terraform que je suis plus vendeur loqué. Est-ce que c'est ça? Ah bah complètement. Enfin, Terraform, c'est le plus bel exemple. Parce qu'on vend un langage générique Ouais. qui sait tout faire, et puis au final, dès qu'on rentre dans le détail, ah bah non, tu fais du GCP, bah du coup, tu vas chercher le provider GCP, et puis tu réécris tout ton code. Et puis, ah non, finalement, tu fais de l'Amazon, bah pareil, tu vas chercher le provider AWS, et tu réécris tout ton code. Et puis, il y a plein de choses qui sont pas compatibles, et tu dois faire du spécifique. Et donc, c'est une coquille Ouais. assez pratique, mais par contre, non, si t'es vendeur loqué, t'es vendeur loqué, donc faut tout réécrire quand même. Ouais. Bon, dans les questions, ils ont bien compris le concept du webinaire quand même. Il y en a un paquet que j'ai Ouais. noté. Ils ont compris le concept du webinaire. Donc, par exemple, celle-ci, David parle de Utip et de MangoPay. C'est vrai que typiquement, on a l'impression qu'on parle de souveraineté que quand on parle de nos serveurs, mais les logiciels qu'on achète ou les services qu'on achète, il y a un enjeu de souveraineté. Typiquement, un logiciel de facturation ou un CRM dans toutes les entreprises, ça reste un sujet où si demain il change de couleur, on est bloqué. Parce que ça, c'est un bon exemple. Le prestataire de paiement, on n'est pas tous autant affectés que ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui encaissent en CB, mais pour Utip, en l'occurrence, c'est le système qui est utilisé pour faire de l'escroc aussi. Donc, c'est un sujet qui est compliqué, qui est intéressant. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Très bien. Manon nous demande quels sont les grands enjeux financiers de la souveraineté numérique? Maîtrise des coûts, impact des changements. Est-ce qu'on peut faire une réponse super simple à ça? Genre, vraiment, essayer de la faire en une phrase chacun? Genre, Aurélien en Ça, premier. Bruno, vas-y. Bruno, vas-y. Vas-y, Bruno. tu es sauvé. Ouais, en une phrase, ça va être compliqué, mais ouais, la maîtrise des coûts, aujourd'hui, on sait que le matériel, il augmente. Enfin, quand on discute avec les industriels de défense, c'est plus de 400% sur les composants, les composants numériques, c'est extraordinaire. Donc, oui, il y a Ouais. les enjeux financiers. L'impact d'un changement, on parle beaucoup de l'impact au niveau de la tech, mais on parle rarement de l'impact au niveau des utilisateurs en interne. Je veux dire, quand on voit que la France, Youpi, passe sous Linux, ok, vous êtes gentils les gars, mais vous imaginez pas la transformation en interne de chaque administration. Donc il y a un coût Ouais. humain. Il n'y a pas que, il y a pas que le coût financier. Et je pense Ouais. que celui qui est sous-estimé, c'est le coût humain, mais qui à terme a un coût financier en fait. Ouais, clairement, le coût humain lié à Office, c'est un des plus fous. C'est On en parle en monstrueux. troisième Ouais. partie, effectivement. Aurélien, tu veux compléter? Tu as une phrase? Tout pareil. Non, mais enfin, c'est vrai que de toute façon, et là je le vois déjà au niveau de notre démarche de souveraineté, c'est que finalement, enfin, pour étendre le principe de l'humain, c'est le temps et l'humain. C'est vraiment les deux impacts qu'on voit pas Ouais. forcément au départ. Et ouais, autant au niveau IT pur qu'utilisateur final. On va en parler juste après, mais sur l'outillage, même l'Europe n'arrive pas à se défaire de la suite Office, quoi. Ouais. Et oui. Sur la partie, alors sur la partie sorte de labellisation ou grille, je pense pas. Alors, s'il y en a une, Bruno, toi, tu la connais. Tu- Bah, Mais en fait, moi, je m'inspire de beaucoup de choses. Je pense que déjà, si on prend la première grille, qui est la grille SecNumCloud, qui est quand même déjà assez imposante, on a un Mhm. premier aperçu. Après, il faut être pragmatique en tournant sur les aspects beaucoup plus techniques. Bon, on l'a pas soulevé, mais après, tout dépend de l'effet qu'on veut avoir. Enfin, des fois, il faut inverser la question, en fait. Euh, si le patron, le boss, le codir vient dire je veux être souverain, c'est pas une question. Qu'est-ce qui est important pour lui? Mhm. Moi, pour un militaire, ce qui est important, c'est mon effet. Donc peut-être que pour mon effet, je vais faire des compromis sur ma souveraineté. Et donc j'aurai une autre grille, parce que je ne veux pas être en retard. Je vais peut-être choisir un outil américain un temps,
qui me permettra d'être bon dans les premiers mois ou les premières années, et je prépare un plan pour avoir un autre outil plus tard parce que mes industriels français sont pas prêts à me donner le même outil. Ouais. Donc la grille de souveraineté, je serai peut-être souverain sur l'effet que je veux, mais peut-être pas souverain sur la partie technologique, mais je chercherai à l'avoir plus tard, Mhm. et avoir un plan de sortie, comme disait Aurélien, où là je forme mes gars, j'ai du temps, etc. Donc c'est un combo. Mais peut-être que la première grille, ouais, à mon avis, c'est la grille du Safe New Cloud, et après, s'adresser aux gens de la tech qui sont en dessous, qui eux vont dire, bah voilà les briques qu'il nous faudrait, etc., etc. L'ISO 27001 a quand même pas mal déjà de briques de gouvernance aussi, hein, à savoir est-ce qu'on a un Aussi, ouais, bien sûr. PRA, est-ce qu'on a des Mm, bonnes habitudes d'hygiène numérique, quoi. mm, Hop, exactement. Ouais. attention, attention, au Timekeeper nous relance. Ok, on prend encore quelques questions et après on fait on embarque sur la partie 3. Comment on aborde le sujet en Codir et en Comex? C'est quoi les techniques? Alors du coup, plutôt Aurélien, sur celle-ci, Ouais. Aurélien en premier, comment on l'aborde? Alors, là, on est aidé, j'en parlais un tout petit peu au début, mais on est aidé en ce moment, c'est que le sujet de la souveraineté ne vient pas que de l'IT. Mm. Et donc, il est poussé par des besoins commerciaux, par des besoins réglementaires. Et donc, finalement, tout le monde est à peu près d'accord. Là où on est moins d'accord, c'est sur les moyens à mettre en œuvre, sur le planning et voilà, sur l'importance de ces choses-là. Pour le coup, moi, ça va être un peu biaisé, cette question-là, parce que on est plutôt bien, enfin, je suis bien loti chez In-Situ. Je vends du rêve, hein, sur l'entreprise, mais pour le coup, voilà, on m'a jamais mis en face de mes demandes des arguments de budget, des arguments de priorité plus importantes, ou du Toi, tu fais business des ou je demandes ne qui sais sont quoi. raisonnables, peut-être. Alors peut-être, parce que je suis bien élevé, mais non, en tout cas, de toute façon, tout le monde comprend bien. En ce moment, ça tombe bien parce que voilà, la politique mondiale fait que tout le monde a bien ce sujet-là en tête. Mais quand j'amène un sujet de souveraineté ou que quelqu'un d'autre amène un sujet de souveraineté, on a Eric, notre CEO favori, qui travaille beaucoup sur les appels d'offres publics, donc des grosses entreprises, publiques et privées d'ailleurs, mais des grosses entreprises qui elles Ouais. aussi ont des grosses problématiques de souveraineté. Là forcément on se rejoint sur les besoins. Donc non, il n'y a pas vraiment de question de priorisation. Ouais. Par contre, il y a une question de moyens. C'est que forcément ça prend du temps, et même si on est d'accord sur le fait que ces sujets-là il faut les adresser, il faut quand même un planning et il faut une priorité. Et donc là, je rejoins ce que disait Bruno, c'est-à-dire qu'on a toujours des trajectoires à concevoir et qu'on Mhm. n'aura pas forcément la souveraineté parfaite dans 3 mois, quoi. Il faut Et faire du des coup, compromis et puis savoir où aller. Bruno, imaginons que tu raccroché complètement les galons, tu deviens DSI ou RSSI dans un retailer du Nord-Pas-de-Calais, là, chez nous. Comment t'expliques la souveraineté au directeur de magasin, au directeur des enseignes, quoi? En fait, la chose qui manque beaucoup, parce qu'aujourd'hui, la souveraineté, c'est un buzzword, et ça demande de notre part énormément de pédagogie, d'expliquer ce que c'est. Mm. Beaucoup de chefs, enfin, de cadres, dirigeants, ils croient au snap power, comme disait Aurélien, et alors qu'il faut du temps, donc il faut expliquer le continuum, Le Snap et il faut Power, c'est le remettre, pouvoir de Thanos pour tuer voir la moitié des lignes exactement. électriques. Et donc, c'est de remettre tout en perspective et de revenir sur la mission, sur que veut l'entreprise. Mhm. Et après, tu détricotes dans l'autre sens pour dire, Ouais, OK, voilà le chemin. Et surtout d'avoir, parce que moi, je trouve que c'est ce qui manque, alors déjà dans mon institution, mais pas que, c'est une vision holistique de ce qui se passe et du numérique, et qui ne ouais. s'arrête pas forcément aux frontières de nos domaines technologiques. Donc, le DSI, même le CTO, on doit avoir une vision géopolitique de ce qui se passe pour tout remettre en perspective et l'expliquer au codir. Et du coup, c'est un dialogue avec extrêmement de pédagogie, parce que typiquement aujourd'hui, et je pense que c'est le même débat chez les civils, on confond le cloud et les technologies cloud. C'est pas pareil. Ouais, Et rien qu'expliquer ça, ils comprennent tout de suite. On confond hyperscaler et clouder. ouais. Un hyperscaler, c'est un gros clouder, point. Voilà. Donc c'est beaucoup de pédagogie. On va faire la partie 3 en 5 minutes après. David demande, voilà, est-ce que ça relève de l'utopie? Alors, en dehors du militaire, en fait, faut être bien clair là-dessus. Ça relève déjà de l'utopie dans le militaire, hein. C'est le sujet de la partie 3, hein. Et
la partie, ce que nous dit ici Olivier. Olivier est intelligent. Il a entendu MySQL qui appartient à Oracle. Voilà. Mais du coup, Olivier, la question, c'est dans les 4 couches ici, la licence MySQL, c'est quelle couche de la souveraineté qui est mise en péril? C'est la couche technologique, bien sûr, la deuxième, vu que la technologie, elle appartient à Oracle. Mais encore une fois, là, le risque ici sur MySQL, c'est plutôt qu'ils ne le mettent pas à jour ou qu'ils ne mettent pas les nouvelles features. Vu que c'est relativement ce qu'ils font, c'est qu'ils le laissent s'asphyxier depuis 5-6 ans sans le Ouais, mettre à mais jour, quoi. il faut aussi ajouter que beaucoup d'open source sont développés par les GAFAM eux-mêmes ou financés par leur fondation. Faut Oui, pas parce être qu'à la naïf fin de non la plus. journée, PostgreSQL, ça reste quand même principalement codé par du Microsoft et du Google, ouais, effectivement. Voilà. Ouais. Bon, alors du coup, la partie 3, c'est la partie sur les trade-offs. Voilà, comment on garde de l'efficacité opérationnelle sans perdre la maîtrise. Je pense ici, les exemples, on va commencer. Alors, j'avais marqué Aurélien en premier, mais on va commencer avec Bruno pour aller direct au point. À quel moment on accepte, est-ce que tu as des exemples de moments où on accepte de perdre la souveraineté parce qu'on a besoin de livrer, de donner de l'exigence militaire, de l'exigence opérationnelle tout de suite, de Ah, l'efficacité opérationnelle? je vais prendre un exemple qui fait couler beaucoup d'encre, ou plutôt beaucoup d'octets sur le web. On peut prendre l'exemple de la DGSI. Je vais être naïf volontairement, mais on peut très bien imaginer que quand ils ont adopté Palantir, c'était les seuls à l'époque qui pouvaient répondre à leurs besoins opérationnels. Mhm. Maintenant, je continue à jouer le naïf avec un plan de sortie qui est qu'ils ont re-signé 3 ans avec eux pour pouvoir sortir et aller vers Ouais. un autre provider qui a déjà dit qui il était, et c'est déjà en cours. Donc ça existe déjà. De se dire, OK, dans ce temps-là et dans les 5 prochaines années, je suis obligé de passer par là, mais je me prépare déjà un plan de sortie pour aller vers une autre technologie ou vers un autre provider. Il faut connaître comment dire, il faut connaître ses vulnérabilités. À partir du moment où on connaît ses vulnérabilités, on est un peu plus souverain quand même. On sait où on va se faire bloquer et on prépare son plan de sortie. Mhm. Et ça, c'est un trade-off. Voilà, parce qu'on a un besoin Ok. opérationnel. Et c'est l'exemple, dans les exemples que tu m'avais mentionné, il y avait le GPS. On peut utiliser le GPS parce qu'on n'a pas Le encore GPS, c'est pareil. d'alternative. On a utilisé le GPS américain et maintenant on a Galileo. Bah voilà, on a notre souveraineté. Et Dieu seul sait si les Américains ont lutté contre Galileo, mais on a notre souveraineté qui dépend de notre. Alors même si dans tout Galileo, il y a peut-être la technologie américaine sur certains composants. Pareil, la technologie comment dire, des composants. Enfin, on l'a pas dit tout à l'heure. Aurélien l'a soulevé avec ASML ou AMSL. C'est quand même un paradoxe que ce soit l'Europe qui produisent les usines de composants, en fait, les machines qui font les composants. Bon, Il y a beaucoup de questions dans le chat. Alors, David, lui tout seul, a sûrement fait 60 questions, donc il est très prolixe. On arrivera peut-être après, peut-être que si vous avez de l'overtime, on fera ça, mais je pense qu'on a moi tous j'en ai, besoin de moi manger aussi, ouais. après. Euh, le sujet sur l'efficacité opérationnelle, Aurélien, moi je pensais que une des raisons pour lesquelles les retailers ils sont allés dans le cloud, c'était l'élasticité. C'est l'histoire de AWS. Amazon a besoin de 10 fois plus de serveurs le jour de Noël. Du coup, il en a alloué les autres jours de l'année, quoi. C'est comme ça que sont nés les Mm. hyperscalers. Mais ce que tu m'as dit en prépa, c'est que une des raisons d'aller sur les hyperscalers aujourd'hui, c'est plus le SLA. On a l'impression que on va avoir une meilleure garantie de service quand on va voir un provider cloud que quand on va voir OVH ou Etzner ou un gros provider européen. Est-ce que Bah, c'est ça l'idée, ouais? c'est ça l'idée, c'est que comme tu disais, ce qui était vendeur au départ quand on partait dans le cloud, c'était la scalabilité immédiate et Mhm. magique. Et ça, c'est le rêve de tous les archis et de tous les CTO et ainsi de suite. Mais au final, ce qui était vrai, alors j'ai vécu des soldes il y a 15 ans chez Kiabi, entre autres, où on se dépêchait d'aller acheter des PC en solde chez Auchan pour pouvoir ramener de la puissance de calcul supplémentaire. Mais mais là, d'une part, on n'est plus du tout sur ce rythme-là. Maintenant, on a un commerce qui se fait H24, qui n'est plus du tout dépendant des périodes, enfin, à part chez les vendeurs de chocolat qui travaillent qu'une fois par an, mais sinon, tout le reste du marché en ligne, il est jour et nuit, peu importe le calendrier, peu importe n'importe quoi. Donc, la scalabilité, on n'a plus réellement besoin. Par contre, il y a de la flexibilité qui est apportée et il y a de la sécurité. En effet, en Mhm. parlant de SLA, même si sur le papier on a du OVH qui assure le même SLA que du GCP, euh,
il y a des bruits de couloir, il y a des actualités d'il y a quelques années sur des incendies, Oh, il y a des attends, choses regarde, comme ça Bruno, qui. elle est sur cils français. Il est en train de parler des incendies à Strasbourg, je pense. Non, mais Mais voilà. ouais, c'était marrant, enfin marrant, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais par contre, ça a eu beaucoup d'effets positifs aussi, même chez les clients d'OVH. Oui. Oups, je les ai cités. Mais voilà, donc ça a eu des effets positifs sur le fait que, bah oui, en effet, Ouais. les backups, c'est pas que pour les autres. Là, il y a eu une vraie prise de conscience. Mais non, maintenant, je pense que sur le SLA, et comme tu le disais, finalement, on a du SLA en 99.9 ou je ne sais pas combien de 9 derrière si on paye plus cher. Mais au final, on va avoir une rupture de 10 secondes tous les ans. Et ça, peu importe le provider, qu'il soit local ou, enfin, on a sur du online ou sur du OVH ou du Yonos ou n'importe quoi, on aura les mêmes garanties de service finalement. Enfin, dans les faits, on aura les mêmes garanties de service que chez du GCP ou du AWS. Ouais, ça correspond à ce que tu avais comme idée, Bruno. C'est qu'en vrai, aujourd'hui, on va voir les hyperscalers un peu par défaut, mais tout le monde n'a pas besoin des hyperscalers, quoi. Non, en fait, pour adresser, quand tu es une startup qui va grossir, oui, un hyperscaler c'est utile parce que ta capacité, tu devras l'augmenter. Mais quand tu es une entreprise de 40 000 personnes, tu vas pas augmenter tu vas pas doubler. Donc, tu n'as pas besoin forcément d'un hyperscaler. Moi, aujourd'hui, c'est un terme que j'ai fait détruire ici, de manière très officielle, dans certains comités. J'ai dit, on arrête de parler d'hyperscaler, on parle de clouder. Et d'ailleurs, il y a même des hyperscalers qui vont dire, moi, 35 000 personnes, ça m'intéresse pas. Je préfère aller vers des trucs beaucoup plus gros. Euh, et puis pour des organisations comme les nôtres, en plus nous on est sur des données plus sécurisées, ils vont même dire, ben moi ça m'intéresse pas de bouger mon data center juste pour vous en fait. Vous êtes juste un pouillème de ma capacité totale, donc je vais pas mettre l'effort qui va bien. Donc, et puis il y a aussi cette captation, on en avait parlé, sur toutes les certifications, puisque à force de certifier des gens type Google, Amazon, Mhm. etc., ou même Cisco, bah, du coup les architectes, ils vont forcément proposer euh, la certification qu'ils ont eue. Donc Ouais. les clouders ont très bien, enfin les hyperscalers du coup ont très bien compris la puissance de cette captation cognitive, si je peux dire, des utilisateurs. Cisco fait pareil, et moi j'invite les clouders français bah, à faire pareil quoi en fait. Certifiez-vous et puis parce qu'en fait nos jeunes quand ils arrivent, Ouais. ils veulent aussi être formés, donc ils veulent avoir le truc qui va bien, qui dit qu'ils ont fait. Bah, ne soyons pas idiots, et je me dis même dans la captation cognitive, soyons comme les Américains, n'ayons pas honte. C'est le jeu qu'il y a actuellement, donc faisons le même game qu'eux, en fait. Ouais, j'ai vu que Clever Cloud, par exemple, maintenant, il propose une certification qui dit que tu es Ouais, un Clever Cloud formé. Et dans l'absolu, je trouve ça pas choquant parce que je trouve ça a une vraie valeur ouais, ajoutée c'est quand très tu bien. bosses avec eux, de savoir comment marchent les choses dans leur système. Tu es quand même en train de coller ton système avec le leur, donc le fait de comprendre comment le leur il marche, Tu as c'est développé une de valeur ajoutée. compétences et une expérience, donc autant la valider. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est clair. Donc effectivement, alors là, si je résume sur cette partie-là, on a parlé du besoin critique. On peut sacrifier du besoin critique, mais on prévoit un plan de sortie de la même manière qu'on prévoit un PRA. Un IaaS bien opéré avec du SRE côté client, bah, ça a le même SLA qu'un du système haut niveau, du SaaS ou du PaaS chez un gros provider. Vous étiez d'accord là-dessus? Voilà. Moi, je suis d'accord Ah, aussi ouais. pour prendre des serveurs. Après, Après, la c'est seule différence, c'est le temps qu'on y consacre, hein, mais oui, il y aura le même niveau de service. Ah oui, ouais, tout à fait. du coup, euh, Cassandra nous dit on a déjà bien débordé. Ok, donc on va finir le truc. Là, en vrai, maintenant, c'est les dernières questions de l'audience, d'accord? Vous pouvez poser toutes vos questions. On va faire la conclusion très calmement. Et après, les gens qui ont voulu voir le webinar, vous pourrez partir manger tranquillement. Et les gens qui ont posé des questions, on va y répondre doucement, mais pas trop non plus parce qu'on a des choses à faire cet après-midi. On a tous besoin de manger, d'accord? Euh, Posez d'ailleurs vos questions. Si vous avez des questions sur l'open mic in situ qui a lieu le 25 juin, profitez-en pour poser vos questions maintenant. Posez vos questions pour Aurélien ou Bruno. À la fin de la conclusion, on arrête de prendre des questions. Voilà, on ne pourra pas prendre des questions en plus définitivement. On arrive à la fin du live, donc du coup maintenant, on a mentionné beaucoup de sujets. On a parlé de la souveraineté numérique et de la dépense, de l'efficacité, de la capacité à garder la main. Ça, c'était le sujet, un des sujets, ce qu'on a appelé du coup
la souveraineté opérationnelle. Du coup, merci in situ pour l'invitation. Merci Aurélien et Bruno d'être venus. Est-ce que vous voulez un mot de la fin? Vous, finalement, est-ce que vous avez changé d'avis sur un sujet ou si vous voulez que les gens retiennent qu'une chose, ce serait quoi? Bruno en Aurélien, premier? moi, pragmatisme. Pragmatisme. Pragmatisme? Ouais. Faut être pragmatique. C'est ça, hein, parce que oui, et c'est d'ailleurs quand on a présenté les 4 couches, David il l'a pris en mode comment on respecte les 4 couches. Ben non, le pragmatisme, c'est on connaît les 4 couches, on les respecte quand on peut, quoi. Voilà. Aurélien, vas-y. Bah, moi, c'est la vision, en fait. Quand on parle de souveraineté, faut pas s'attacher à ce qu'on peut résoudre tout de suite. C'est vraiment avoir la vision de ce qu'on veut obtenir à la fin. Ouais. Du coup, Cassandra fait remarquer que tu aides à sélectionner les projets pour l'Open Mic au mois de juin. Donc, tu peux me poser vos questions à Aurélien et répondra, hein. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour les prochains afterwork aussi. Hop, on tacle les webinaires Institut, c'est tous les mois. Il y en aura un au mois de mai aussi. On est en train de travailler le sujet. Et à la fin du mois de juin, avant de partir en vacances, c'est le webinaire où vous prenez la parole. Ça va être chouette. Hop, alors, je peux vous mettre un choup, comme ça, je fais. Hop là, je crois que j'ai un générique pause. Hop, pause. 5 secondes. Voilà. Alors, les questions. David, il a dit j'ai qu'une seule question. J'ai qu'une seule question. Il a regardé qu'une seule question, c'est celle-ci. Comment réduire la dépendance aux puces américaines, taïwanaises, TSMC? On a vu que Gemalto était parti. Quels sont les derniers espoirs? ST Microelectronics. Comment on répond à ça? On n'a pas la réponse, hein. En fait, Nvidia, ils ont plié le game en ayant ça. La seule solution, elle est encore une fois, elle est politique, c'est-à-dire fabriquer nos propres usines à produire nos puces. On imagine l'ingénierie à la vitesse où se développe l'IT en ce moment. Est-ce que c'est une utopie? Probablement. Quand on voit que, par exemple, ASML a développé une technologie permettant de graver des puces beaucoup plus vite, ils ont annoncé ça il y a quelques semaines, mais Ouais. quand on étudie le cas, ça va leur prendre 2 ans à déployer la techno dans toutes les usines dans le monde. On se doute bien que si nous, on veut être souverain sur nos puces, bah, c'est un chantier qui va être long. Maintenant, c'est aux politiques de mettre les moyens qui vont bien pour développer ces usines, avoir des industriels qui y croient. Moi, je pense que le problème qu'on a par rapport aux Américains, c'est que les Américains, ce sont des parieurs, ils risquent. Nous, on est trop protecteurs et on parie pas et on risque pas. Et en fait, le jeu, il est là, c'est qui est capable de financer tout ça à risque pour dire, bah, on va vers un truc, une techno souveraine européenne. Les Chinois l'ont fait sur beaucoup de Mhm. trucs. Moi, je le disais à un Américain pas plus tard que hier, quand on a interdit aux Chinois d'utiliser Google et Android, ils ont développé le leur. Maintenant, ils sont autonomes. Je pense Ouais. que c'était une erreur stratégique et politique de les avoir laissés faire. Maintenant, ils ont leur truc à eux. Ouais. On peut le faire, mais il faut mettre les moyens. Mais c'est-à-dire que tu vois, finalement, même sur la fabrication des puces, c'est tellement compliqué que même la Chine, en n'ayant pas accès aux puces Nvidia, ils n'ont pas pour autant lancé leur propre fonderie sur leur territoire, tu vois. Ah mais oui, mais d'ailleurs, Taïwan, ça s'appelle le bouclier de silicium. Ouais. Taïwan a compris que leur survie dépendait des usines. Mm. Donc, ils vont tout faire pour garder la mainmise, et c'est ce qui leur garantit leur protection face à la Chine. Alors, combien de temps, je ne sais pas, mais c'est ce qui leur garantit aujourd'hui, ils l'ont bien compris. Donc, c'est le jeu. Ouais. Bon, après, David avait posé des questions sur les matières premières, mais aussi sur l'énergie, sur la souveraineté énergétique. En vrai, faites du vélo, hein. Plus de dépendance au pétrole, acheter des vélos, tous les salariés et pédalent pour alimenter les data centres. Hyper autonome, hein, hyper autonome. Non, mais Non, mais non, il faut lire le livre de Guillaume Pitron, le journaliste qui a fait la guerre des métaux rares. Tout est expliqué dans son livre. Et effectivement, il y a un vrai enjeu. C'est pour ça que la France a ouvert des mines de lithium pour être autonome en lithium. Il y en a une autre qui a ouvert en Europe, effectivement. Et là, on est aussi dans un trade-off écologique. mm. C'est dire le poids de notre souveraineté passe par l'exploitation de ces mines, n'est pas nous embêter avec les espèces rares qui seraient autour. Alors je sais que les écologistes vont crier mais à un moment c'est un trade-off. Non, Voilà. mais dans l'absolu, tu vois, par exemple, sur le phosphore, je préférerais qu'on utilise nos mines de phosphore, elles sont moins polluantes, tu vois. Mais Bah elles oui, sont par polluantes quand exemple. même, hein. Ouais, Mais c'est tout le à fait. sujet, Ouais. hein, toujours Ouais. on préfère celle des voisins. Alors, il y avait plusieurs questions sur la souveraineté IA, et alors, c'est vrai qu'on avait moins mis d'IA dans ce webinaire-là, mais le sujet marche plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, alors, sans parler déjà de l'ontologie, hein, donc tu mentionnais la 4e couche, mais il y a des gens qui vont dire oui, ben nous on utilise Mistral pour être un petit peu plus souverain.
Mais dans l'absolu, quand tu utilises Mistral, maintenant il y a l'argent d'ASML aussi, mais avant c'était beaucoup d'argent américain. C'est des data centres américains, c'est des puces. Cerebras, les puces, elles sont financées par le PIF, donc par les Saoudiens. Donc en fait, à la fin de la journée, faut pas avoir l'impression que il faut les dire les références. Faut pas avoir l'impression que tu vois qu'on utilise qu'une couche finalement de la souveraineté. Mais du C'est coup, ça. l'IA, ouais, est-ce que on a vraiment espoir que demain ça fonctionne ouais, je sais pas comment formuler ma question, mais au final, quand on utilise Claude Code pour coder, quand on utilise ChatGPT pour faire nos documents, est-ce que la dépense n'est pas plus forte encore que la dépense qu'on peut avoir avec Microsoft Office, avec Word, avec PowerPoint, quoi? Ouais, si, bon, d'accord. La question, c'était là. Ouais, voilà. Le problème, tout le monde l'a vu. OK. Et la Bah, solution? Est-ce que non, du mais coup, la solution, encore une fois, c'est, euh, tu sais, au niveau de l'État français, on est obligé de faire des appels d'offres. Et en plus, on est ouais. obligé de faire des appels d'offres européens. En revanche, tu as une clause particulière qui dit, je peux imposer mon provider. Encore une fois, je crois que c'est la secrétaire du numérique qui a dit, la souveraineté, enfin, le numérique, c'est politique. Là, c'est hyper politique. Est-ce qu'on veut faire de Mistral notre champion et est-ce qu'on va lui donner les moyens d'être autonome sur notre Mhm. territoire avec nos données à nous? Voilà, point barre. Maintenant, c'est un peu la souveraineté, c'est que moi, quand j'utilise un Claude AI ou un Google Gemini, je le compare à des résultats de Mistral, bah, je me dis, ma priorité opérationnelle, c'est d'utiliser celui qui va me donner le résultat le plus rapide et le plus Ouais. percutant. Donc c'est un vrai combat. Ah, j'ai Euh, essayé, moi, d'utiliser le chat à la place de GPT pendant un mois. Bah, j'ai pas réussi, hein. Enfin, en vrai, je posais toujours la question en premier au chat avant de la demander à ChatGPT. Au ouais, bout d'un mois, je suis retourné sur bah, on fait tous ChatGPT, hein. pareil d'ailleurs. C'est quand même pas parfait, quoi, hein. Je sais pas, c'est quoi ton ressenti de ton côté, Aurélien? Bah, alors, moi, avec l'IA, j'ai un peu l'impression de me retrouver comme avec les cloud providers il y a 15 ans. Ouais. C'est-à-dire que de toute Ouais. façon, là aujourd'hui, on a le choix entre la peste et le choléra, et Mm. on n'a pas de réel moyen, enfin on parle toujours de souveraineté, on n'a pas de réel moyen souverain en face. Donc moi, en tant qu'utilisateur, c'est tout, je patiente. Et je me dis que comme avec les cloud providers, on va avoir un acteur, alors potentiellement ce sera Mistral, mais Mhm. on aura un acteur à la OVH qui arrivera à remonter son décalage et puis à revenir au niveau. Mais ça ne sera pas tout de suite. Et Mm. là, aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait vraiment de solution, à part malheureusement entre la peste et le choléra, entre ChatGPT et Gemini et Copilot. Voilà, on n'a pas beaucoup de choix, quoi. Ouais, il y a un utilisateur qui propose, qui dit, quand on sort des hyperscalers, c'est compliqué de gérer l'hétérogénéité des environnements, facturation, monitoring. Ça, c'est un sujet aussi, hein. Bah oui. Euh, Alors, je dirais que sur le monitoring, quand tu utilises OpenTelemetry, par exemple, ça veut dire que c'est à toi de collecter les échantillons de données aussi. Genre les fournisseurs avant, comme Datadog ou c'est leurs concurrents, c'est eux qui mettaient leurs agents sur toutes nos machines et on mettait les leurs, mais c'était à eux de les maintenir. Maintenant, quand on passe sur OpenTelemetry, on change un peu le truc. Par contre, c'est à nous de collecter. Quand ça marche pas ou c'est mal collecté, c'est de notre faute, quoi. Donc, tu vois, il y C'est ça. a. Après, il y a quand même des solutions. Enfin, si on reste même avec les gros providers, alors Datadog pas forcément, mais sur du Elastic ou du Grafana, on a les solutions cloud et on a les pendants on-prem. Donc, on peut faire de l'auto-hébergement et on a quand même les gestions de flotte qui sont assez plaisantes maintenant pour venir déployer les agents et gérer ça d'une façon centralisée. Sur la partie facturation, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de, il n'y a pas trop de miracles. Si on Mhm. a un environnement hétérogène, bah forcément, on aura de la facturation dans tous les sens, ouais. Ouais. Déjà, la facturation, quand tu n'as qu'un seul cloud provider, c'est un enfer. Euh, et en fonction du cloud provider, c'est pire en pire. Je pense qu'on a pris à peu près toutes les questions. Vous avez vu des questions, vous, qui vous paraissaient importantes? Hop. Moi, je pense qu'on a tout fait, hein. Non? On a Bah, il me fait toutes les semble. questions. Très bien. On a géré l'engagement. On a débordé. On reçoit des emojis. J'arrive même pas à interpréter cet emoji, Cassandra. C'est quoi? C'est le photo, ouais, chapeau de Avec un cow-boy. chapeau de Je sais cow-boy. pas ce qu'elle veut dire, mais Moi, je suis sous Windows, il est encore pire. C'est un cow-boy, ok. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Je mets le générique de fermeture. J'ai un générique de fermeture pour que les gens puissent dire au revoir dessus. Et David rajoute une question. C'est trop tard, David. C'est passé depuis longtemps. Hop, je laisse le générique de fermeture et Aurélien et Bruno, faut rester connectés le temps que ça se upload. On se retrouve juste après la fermeture. ça Hop. marche.